Y a que moi qui ai pensé que ce chapitre 1093 c'était franchement le bordel. Non mais entre nous, laissez-le dans les commentaires. Ce chapitre 1093, c'était le bordel. Et bordel à plusieurs niveaux. Premièrement, le rapport de force entre différents personnages, le dessin d'Ichiro Oda, la fluidité des actions à travers les différentes cases, c'était le bordel. D'ailleurs, je me demande même si la critique analyse, le titre de cette critique analyse, ça va pas être c'est le bordel. Là, le chapitre 1093, c'est le bordel. Mais, au-delà de dire que c'était le bordel, on va essayer de comprendre pourquoi c'était le bordel. Parce qu'il y a une certaine logique derrière ça. Mais avant ça, quelques petites choses. Premièrement, ici, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des displays OP5 japonais au niveau de One Piece. Et ça, c'est quoi? C'est JD World qui me les a gracieusement offerts. Pourquoi? Parce qu'il a vu que durant mes précédents tirages, j'avais eu vraiment la poisse. Donc il m'a dit, bah le doc, tiens, voilà. Là au moins, voilà. Tu auras une manga. Donc on va découvrir ça ensemble ce soir. On va faire l'ouverture de ces displays sur la chaîne YouTube à 22h en live. Et après on en gardera un pour aller sur Kik. Et d'ailleurs sur Kik, ceux qui ont gagné les cartes, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de vous. La deuxième chose, c'est que je serai ce week-end, vendredi. Je serai où? Je serai à Rennes pour la nuit One Piece, pour la sortie du tome 105. D'ailleurs, ça va être partout en France. N'hésitez pas à aller contacter toutes vos librairies, demander s'ils font la nuit One Piece. Pourquoi? Parce que vous pourrez premièrement acheter le tome 105 qui a une couverture métallique et surtout vous aurez le droit à des cadeaux et c'est pas n'importe quel cadeau. Par exemple, il y a 3 planches dont le Gear 5 et d'ailleurs le Gear 5 on va en reparler dans cette vidéo. Bref, ça c'était pour les infos et aussi l'autre chose c'est pourquoi je fais les critiques analyses seulement que le lundi, parce que j'attends la sortie officielle le dimanche parce qu'il y a quelques textes qui changent et je me base sur ces textes pour faire ma critique analyse. Bref, ça c'était pour les infos, maintenant on va aller dans le vif du sujet. Donc, on disait quoi? On disait que ce chapitre, c'était le bordel, mais en un sens, c'est normal que ce soit le bordel, et c'est aussi, en gros, c'est plusieurs facteurs qui nous font ressentir le chapitre comme ça. Premièrement, c'est un chapitre de transition. Encore une fois, pour ceux qui sont habitués à la chaîne, je vais réexpliquer, c'est-à-dire que la construction, la lecture de One Piece ne se fait pas chapitre par chapitre, mais se fait tome par tome. Et donc, le tome suit une narration. C'est-à-dire que on commence le tome en étant hypé. Alors, on va faire ça juste là. Et après, qu'est-ce qui se passe? Après, on a une descente. On a un milieu de tome pour justement permettre au lecteur de toujours accrocher la lecture qui est complètement folle. Là, c'est par exemple l'arrivée de Kizaru sur le Egg. Ou Egghead, non c'est bien Egghead, donc on est sur la hauteur, et après on redescend pour avoir un final. Et normalement, ce tome, ça sera le tome 107, si mes souvenirs sont bons, qui sera du chapitre 1086 au chapitre 1096. Et donc là, on est au chapitre 1093 et on est directement dans le bas de la hype. Et on va remonter plus tard. Et on remontera plus tard lorsque l'on aura enfin le vrai combat de Kizaru contre justement Luffy en mode Gear 5 et surtout peut-être l'arrivée sur Egghead de Saturne et qui va montrer peut-être la réalité de ce personnage et surtout la dangerosité de ce personnage et même pourquoi pas, soyons complètement fous, la mort de Vegapunk qui sera au chapitre 1096. De toute façon, le chapitre 1096 c'est un chapitre de fantôme et obligatoirement il va se passer un truc absolument dingue. Donc ça déjà c'est la première chose, c'est-à-dire que ce chapitre est un chapitre de transition, donc il nous a pas énormément hypé et on le voit au niveau des réseaux, on le voit aussi au niveau des vues, c'est pas quelque chose où les gens veulent absolument tout regarder. La deuxième chose qui se passe, c'est que tout simplement Eiichiro Oda revient d'une opération qu'il a eue au niveau des yeux. Et ce chapitre, faut savoir que avant qu'il ait fait son opération, il a dessiné plusieurs chapitres, il a peut-être fait justement les croquis, le brouillon de ce chapitre, et vu que là, il est en retour, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une pause la semaine prochaine d'Eiichiro Oda, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui disent « Hey, le doc, mais il arrête pas de faire des pauses, ça devient chiant ». Oui, mais il faut savoir que Eiichiro Oda, il a quand même 48 ans, ça fait plus de 25 ans qu'il dessine, qui veut toujours, presque toujours tout faire
tout seul. Et donc, à un moment, obligatoirement, le mec, il est fatigué. Donc, il y aura de plus en plus de pauses. Mais nous, on a de la chance parce que ce sont des pauses de 1 semaine. Ce ne sont pas des pauses d'1 mois entre chaque chapitre. Parce que imaginez une pause d'1 mois entre chaque chapitre, ça serait un truc absolument désastreux. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que Eiichiro Oda, eh bien, il est en retour de convalescence. Il doit dessiner peut-être moins vite. Et son dessin, et ça, ce n'est pas être un haters d'Eiichiro Oda, et c'est pas parce que je suis hyper fan d'Eiichiro Oda que je ne peux pas dire que j'ai du mal en ce moment avec ce qu'il fait. Au niveau du dessin, eh ben, c'est pas le Eiichiro Oda qu'on a connu à une époque. Déjà que, contrairement à d'autres mangaka, son dessin, il a vraiment un style qui est totalement différent. Les traits sont moins appuyés. C'est beaucoup plus un petit peu, je dirais, dans le flou. Il va plus, par exemple, accentuer les décors. Là, par exemple, on voit que les décors sont beaucoup moins fouillés que d'habitude. Il y a beaucoup moins de choses dans les plans qui sont à l'arrière. Là, vraiment, c'est vraiment centré sur les cases, vraiment que sur le premier plan, qu'on a vraiment toutes les informations et choses qu'on n'a pas l'habitude de voir avec Eiichiro Oda. Et ce qui se passe, c'est que parfois, c'est hyper brouillon et surtout, parfois, c'est mal dessiné. On n'a pas du mal quand même à reconnaître les personnages, mais des fois, on a du mal à savoir ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il fait une case qui est assez petite, mais à l'intérieur, il y a énormément de choses. Par exemple, au moment où il y a le combat de Zoro contre Lucci, eh bien, on a tout simplement Luffy qui est en train de demander à Zoro s'il a besoin d'aide. Eh bien, si tu es concentré sur la case, tu vois la case en gros vraiment du gros laboratoire, de la totalité de la hauteur de l'île, justement avec le dôme. Et il y a un petit Luffy qui est dessiné, qui est hyper minuscule. Et c'est lui qui est en train de parler à Zoro. Et donc, si tu n'es pas concentré sur ça, tu ne comprends pas ce qui se passe. Pareil, même à un moment, quand il y a la case du combat de Zoro contre Lucci, eh bien, les katanas ne sont pas recouverts de haki. Et c'est seulement qu'après qu'il y a le haki, dans la case précédente, on voit qu'il est en train de combattre, et on voit que Zoro n'a pas mis de haki, parce qu'on voit qu'il y a quand même toujours, il y a des flammes, il y a de la fumée autour des katanas, donc ça veut dire qu'il y a un effet autour du katana. On voit aussi qu'en face, Lucci ne met pas de haki sur ses bras pour contrer les attaques de Zoro. Alors certains vont me dire, oui mais là, Zoro il est en mode vraiment un petit peu troll, ou oui parce que ça troll beaucoup dans ce chapitre, c'est-à-dire qu'il combat seulement qu'en ce moment à la légère. Eh bien, peut-être pas, parce qu'après il a le haki, et surtout, on voit qu'il commence à y avoir des éclairs sur le haki. Donc ça veut dire que là, il commence à mettre en place le mode élevé du haki de l'armement, et même, pourquoi pas, du haki des rois sur son attaque. Et l'autre chose aussi, c'est pour ça que je vous dis que je fais les critiques analyses seulement que le lundi, c'est-à-dire que là, dans la traduction, c'est pas mal. Lucci ne dit pas qu'il va se contenter du second de l'empereur. Là, c'est bien dit que je reconnais bien, c'est-à-dire que Zoro annonce à Luffy qu'il ferait mieux de s'occuper de Kizaru. Ça aussi, on va prendre cette information et la mettre un petit peu de côté. Et il dit après à Lucci, tu es trop faible pour que je te laisse affronter mon capitaine. Et là, t'as Lucci qui répond, je reconnais bien là le bras droit d'un empereur. Tu vaux la peine que je te tue. C'est-à-dire que là, Lucci ne se contente pas de Zoro parce qu'il sait qu'il n'a pas le niveau pour détruire Luffy. Là, il dit, ok, vu que t'as l'air de faire un petit peu le mariole, eh bien, tu vaux la peine que je te tue, parce que tu vaux la peine. Ça veut dire que, ok, je vais m'abaisser à te tuer. C'est ça. Donc, encore une fois, et là, ça reprend bien le caractère de Lucci, qu'il a énormément confiance, et peut-être aussi qu'il surestime sa puissance. Ça, c'est sûr et certain. Je ne suis pas en train de dire que Lucci, par rapport à ce qu'il est en train de dire, qu'il a le niveau de Luffy et qu'il a un niveau Yonko. C'est pas du tout ça que j'ai dit. Mais, encore une fois, au niveau du caractère, la traduction qu'on a ici est beaucoup plus proche de celle
du véritable Luchi que nous connaissons. C'est un mec hyper imbu de lui-même. Cependant, le Luchi qu'on a ici, c'est un Luchi qui a les nerfs de ce qui s'est passé il y a 2 ans, c'est-à-dire la défaite qu'il a eue contre Luffy, et je pense qu'il s'est énormément entraîné, et même si Zoro il a un niveau qui est hyper élevé, eh bien on peut avoir un combat qui peut être intéressant. Parce que qu'est-ce qui a été mis au niveau de ce chapitre de transition? Il y a l'éclatement des Mugiwara. C'est-à-dire que là, on a la phase de transition avant le final. C'est-à-dire que là, les Mugiwara sont éparpillés. On a Sanji qui est parti justement avec le Dr Vegapunk pour sauver Bonnie. Bonnie, on va faire une petite parenthèse tout de suite, qui est un élément important par rapport à Kuma. Elle n'a pas été mise de côté. Pourquoi? Il s'est passé quelque chose pendant il y a quelques épisodes quand elle a été dans la salle où il y avait tous les souvenirs de Kuma, ce qui a changé sa vision par rapport à son papounet et même au sujet de Vegapunk. D'ailleurs, dans le chapitre précédent, il y a bien Kizaru qui dit que normalement ton but à toi Bonnie c'était de tuer Vegapunk, donc pourquoi tu te mets sur mon chemin? Et là justement elle ne veut plus le tuer, elle est là aussi pour l'aider, ça c'est quelque chose de très important. Je reviens aussi sur Kizaru parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont dit que j'avais mal compris, mais non, Kizaru dit bien que lui il ne veut pas tuer Vegapunk, ça c'est énormément, mais s'il le fait c'est seulement que pour suivre des ordres. L'éclatement des Mugiwara, encore une fois je fais un petit rappel, qui est en train de se mettre en place pour les différents éléments qu'il va y avoir après pour la fuite tout simplement finale des Mugiwara. Et justement la fuite finale des Mugiwara, comme je vous disais, chapitre 1096 qui va être le final avec un grand climax. Moi ça va être, je pense encore une fois, la mort de Vegapunk, parce que Vegapunk dans ce chapitre tel qu'il a été mis en place, normalement il avait la raison, et c'est là qui est vraiment excellent, c'est-à-dire que normalement c'est un scientifique, le scientifique n'utilise pas son cœur, n'utilise pas ses émotions. Le scientifique, c'est quelque chose de rationnel. Il sait foutre ses émotions de côté pour mener à bien, en un sens, sa mission et aussi ses recherches. Et là, de voir le Vegapunk qui a vu sur l'un de ses moniteurs que Bonnie était tombée et qu'elle était en difficulté et qui veut aller la sauver, se mettre en danger. Et d'ailleurs c'est aussi pour ça que réagit ainsi Luffy en disant non Papy Pomme ne sors pas, tu vas être en danger. Eh bien il en a rien à foutre du danger. Pourquoi? Parce qu'il veut sauver Bonnie. Et encore une fois ça revient sur ce que je vous ai parlé la semaine dernière quand je vous ai parlé de un Kizaru qui est humain. Il est humain, le flashback, le petit flashback qui a été mis en place, c'est vraiment pour expliquer, et Shiroda il met pas ça en place pour rien, il vient expliquer la relation qu'il y a entre Kuma, Bonnie, Sentomaru, Kizaru et Vegapunk. C'est ça qui est important. C'est ça, c'est encore une fois, et au-delà des combats, il y a toujours une histoire qui est racontée par Ishiroda. Il met des éléments dans 1 ou 2 cases qui seront utilisés après. Et donc, le Vegapunk a quelque chose, le Stella a vraiment quelque chose hyper proche de Bonnie par rapport justement à ce qui s'est passé avec Kuma. Et il y avait aussi ce flashback quand Kizaru justement il parle, quand il a ses missions à faire, qu'il dit je suis désolé mais si j'avais le choix je ferais vraiment autre chose. Et quand il combat Bonnie, il lui dit bien il ne tue pas, il pourrait vraiment tuer Bonnie en un seul coup. Il décide seulement de l'éjecter par rapport au dôme, et comme il l'éjecte pas trop fort, en vérité elle ne traverse pas le dôme, elle percute le dôme et après elle tombe directement dans l'étage qui est inférieur. Encore une fois c'est vrai que c'est chiant, mais je veux vraiment ramener tout ça dans le sens pour vraiment comprendre tout ce qu'il y a. Encore une fois, tout ce qu'on a eu précédemment n'est seulement qu'une mise en scène pour après avoir le final dans la fin de tome qui sera sûrement le chapitre 1096. Je vois la mort de Vegapunk parce que toute son intelligence, tout son savoir est dans l'ordinateur central, et je pense qu'il y a moyen de faire une sauvegarde centrale pour pouvoir partir avec. C'est-à-dire que l'enveloppe physique, c'est-à-dire que Vegapunk, en un sens, existera toujours non pas en enveloppe physique, mais en choses dématérialisées.
par rapport à un truc qu'il a créé où on aura une sorte d'hologramme de Vegapunk qui sera toujours là. C'est-à-dire qu'on aura une fin de tome avec la mort de Vegapunk, mais après, encore une fois, comme les personnages ne meurent pas réellement, je pense que dans les chapitres suivants, on aura Vegapunk qui dira bah, vous pouvez transplanter mon intelligence, mon savoir, ma conscience dans un robot. Peut-être robot que Franky construira, mais encore une fois, là, on est dans de l'extrapolation. Là, on va revenir sur la chose qui est vraiment importante au niveau de ce chapitre, c'est tout simplement le combat qu'il y a eu au niveau de Luffy contre Kizaru. Alors, là, on va vraiment arriver, même si ça peut vous sembler bizarre ce que je vais dire, je ne suis pas quelqu'un qui est pro-amiral. Je suis quelqu'un qui est pro-narration. Wano Kuni a servi de quoi ? Il y a différentes menaces dans l'univers de One Piece pour la finalité que Luffy découvre Raftel, et que après il puisse détruire le gouvernement mondial. Voilà, c'est ça l'optique. Ce n'est pas de devenir le seigneur des pirates parce qu'il a dit que ce n'était pas son rêve ultime. Ça déjà, c'est vraiment énorme. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des menaces qui sont sur sa route. Et là, l'arc Wano Kuni, et encore une fois, dans une narration par rapport à une œuvre de type justement shonen qu'on est en train de lire, c'est qu'il y a différentes menaces, et au fur et à mesure des menaces, les menaces sont tuées pour qu'après, il y ait d'autres menaces plus fortes qui arrivent. Et encore une fois, on est dans la narration. Et quand je parle de menaces plus fortes, je ne parle pas de la puissance d'un personnage, mais je parle d'une entité globale. C'est ça souvent les gens, ce qu'ils ont du mal à un petit peu comprendre. Ils sont surtout basés sur une puissance qui va être plus du style un petit peu ce qu'il y a dans Dragon Ball, où c'est plus un personnage qui va être une menace plutôt que l'entité en elle-même. Onigashima a servi à quoi ? À neutraliser, à mettre la fin des menaces des empereurs. Et là, il y en a certains qui vont dire « Ouais, mais le doc, t'as encore rien compris, parce qu'au niveau des empereurs, il en reste encore 2. Il reste encore Shanks et il reste encore Barbe Noire. Sauf que Shanks et Barbe Noire ne sont pas les mêmes menaces que Big Mom et Kaido. Big Mom et Kaido, eux, ils voulaient foutre le sbull au niveau de One Piece. Ils voulaient qu'il y ait une guerre totale. Il voulait tout détruire, il voulait s'éclater. Alors que Shanks, lui, il a une vision sûrement par rapport à Goldie Roger. Et Barbe Noire, lui, il a une vision sur le monde qui nous a été montrée par Aokiji. Aokiji, n'en déplaise à certains, qui est d'un niveau empereur. Parce qu'il aurait pu, il a neutralisé déjà l'équipage de Barbe Noire hyper facilement dans le bar. D'ailleurs, Barbe Noire, il le dit bien aux autres, non mais arrêtez, là en face, c'est Aokiji. Et Aokiji, il a un niveau hyper puissant. Il est sous les ordres de Barbe Noire, parce que Barbe Noire lui a fait comprendre le rêve que Barbe Noire avait, et Aokiji veut participer à ce rêve, parce qu'il a une même vision. Et donc il dit, je vais participer à cette vision. Il est pas rentré, c'était pas dans le mode Foxy, c'est-à-dire qu'il n'est pas rentré dans l'équipage de Barbe Noire parce qu'il était plus faible que Barbe Noire. C'est des choses que certains ont absolument du mal à comprendre. Et donc, dans Onigashima et Wano Kuni, on a eu la puissance des empereurs, la menace des empereurs qui a été réduite à néant. Et maintenant, on arrive face à l'arc, à la saga finale, parce que encore une fois, cet arc cet arc n'est seulement qu'un arc de présentation, tout comme l'a été Zou. Et après, on va arriver sur les autres arcs qui vont être Elbaf, et après l'arc final au niveau du combat contre le gouvernement mondial et tout ce qui peut se passer. Donc là, on a seulement que la mise en présentation des futures grandes menaces. Et n'en déplaise à beaucoup, Kizaru, en tant qu'amiral, est une très grande menace. Et on revient sur Zoro qui, en un sens, par rapport à Luffy, qui est un petit peu fou, il a toujours été le bras droit rationnel pour faire comprendre à Luffy les dangers sur lesquels il doit faire face. Eh bien, il dit bien,
occupe-toi, toi, de Kizaru. Pourquoi? Parce qu'il sent que Kizaru est une certaine menace. On a l'impression qu'aucun des deux ne prend au sérieux la menace de l'autre personne. Premièrement, Luffy est en mode troll, est en mode Gear 5, et ça, en un sens, moi aussi, ça commence un petit peu à me casser les couilles. C'est-à-dire qu'on n'a jamais un Luffy qui est conscient de ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il est en mode Nika et il le prend à la rigolade. C'est exactement ce que l'on a eu au début de sa transformation contre Kaido. Il ne prend pas au sérieux la menace de Kaido. Pourquoi? Parce qu'il est en mode euphorique. Il est en mode Nika. Il est en mode joyeux. Ok, je m'amuse. Après, il prend conscience et après, il attaque. Et après, je dirais que la conscience de Luffy prend le pas sur la conscience de Nika. Et je dirais que là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que le Luffy qu'on a ici, c'est le Nika hyper joyeux qui est en train de s'amuser avec Kizaru. Et d'un autre côté, Kizaru, lui, qui n'a pas eu pour mission de détruire Luffy, qui a pour mission de tuer Vegapunk. C'est aussi ce que je vous dis depuis la dernière fois. On a vu des nouvelles utilisations de ses attaques, ça c'est vraiment très très bon. Le fait qu'il envoie, comme d'habitude, ces sortes de petites perles lumineuses qui normalement sont des attaques, ça, les perles lumineuses, sont tout simplement des perles qui après se transforment en hologrammes, qui sont des sortes de clones. Et on a ici un clone qui a blessé Luffy. Je vais revenir encore une fois de tous les commentaires que j'ai eus. Ce n'est pas parce que, comme on m'a dit, ce n'est pas parce qu'il a blessé qu'il a obligatoirement le niveau. Zoro a blessé Kaido, il n'a pas le niveau empereur. Queen a blessé, a assommé, comment elle s'appelle, Big Mom, c'est pas pour ça qu'il a le niveau empereur. Les exemples que vous donnez, ce sont des exemples narratifs. C'est-à-dire que ce sont des éléments qui interviennent à un moment T qui viennent faire avancer la trame. C'est-à-dire que le fait que Queen assomme Big Mom, c'est pour amener l'élément d'une Big Mom qui va changer et amener un nouvel élément dans la trame de One Piece. Ici, le combat que l'on a, il ne faut pas prendre le combat comme un combat final où il va y avoir une résolution finale de deux entités qui vont être à leur maximum. Ici, on a un combat narratif. Encore une fois, j'utilise beaucoup le mode narratif parce que la plupart des personnes qui vont comparer des puissances ont dans leur tête que des combats qui se font à l'échelle maximum. L'autre exemple que je vais encore rappeler, Mihawk au niveau de Marineford n'est pas à fond, il ne fait que s'amuser. Ce n'est pas un Mihawk full. Le combat était assez bordélique parce que j'ai eu vraiment énormément de mal. C'est-à-dire qu'à un moment, quand il y a Luffy qui se fait blesser, il prend conscience de ce qui se passe, il fait l'attaque contre les clones de Kizaru et après il part en courant. Et en partant au courant, il a une sorte d'intelligence parce que je suis bien content parce que là, quand il dit je t'ai eu et quand j'ai vu le dessin, je pensais que c'était le Kizaru tout seul. On voyait une sorte de vitesse quand il fait le rond. Et non, en vérité, il suit à la queue leu Luffy. Et c'est pour ça qu'après Luffy, quand il dit je t'ai eu, il pense vraiment l'avoir tué. C'est pour ça d'ailleurs qu'il met du haki sur son pied. Et c'est pour ça aussi qu'au préalable, quand il fait la précédente attaque, il n'y a pas de haki parce qu'il sait qu'il attaque des clones. Et encore une fois, un clone qui a blessé Luffy, c'est juste pour dire que c'est un clone, c'est une fraction de la puissance de Kizaru qui a réussi à blesser, malgré que Luffy, normalement, ait du haki d'observation et ne doit pas se faire blesser. C'est encore une fois, c'est un Luffy mode Gear 5. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas Luffy, Gear 4 ou Snakeman. Encore une fois, c'est pour ça que dans la vidéo, dans la réaction live, je dis mais il l'a blessé. C'est parce que ce n'est pas n'importe quelle version de Luffy qui est juste avant. Et on voit qu'il est quand même surpris. Donc, on a le combat qui est là. Et quand il pense avoir, grâce à son haki, touché le Kizaru, en vérité, le Kizaru, on n'a absolument rien à battre. Parce que c'est les clones qu'il a envoyés pour combattre Luffy, pour faire diversion et pour après aller neutraliser, encore une fois, la mission qu'il a, c'est-à-dire de tuer Vegapunk. Et c'est là où on voit une certaine puissance de Kizaru. Ce n'est pas une puissance brute, c'est une puissance intellectuelle. En vérité, il se joue du Gear 5.
le Kizaru qu'on a ici, et tel que je vois cet arc, la mise en place de cet arc, c'est de nous montrer l'évolution, l'éveil d'un Logia. Parce que pour l'instant, son Logia n'a pas été éveillé. Et ça sera exactement... C'est comme le début du combat qu'il y avait eu de Doflamingo. Doflamingo, il a servi à quoi? Doflamingo n'est seulement qu'une présentation de ce qu'il va y avoir dans le nouveau monde quand il va s'attaquer aux empereurs. C'est-à-dire que là, Ishiroda, à travers le combat de Doflamingo, nous montre l'éveil du paramécien. Il nous dit, les fruits que vous connaissez, c'est bien beau, mais il y a d'autres fruits qui, quand ils sont éveillés, deviennent hyper importants. Et après, l'éveil de fruits est quelque chose de commun. On le voit justement avec Katakuri. Doflamingo n'est qu'une introduction de ce que fera plus tard Katakuri. Eh bien, on va voir exactement la même chose ici. C'est-à-dire qu'ici, on a Kizaru, on a la présentation de Kizaru, de la menace qu'il peut être par rapport justement au gouvernement mondial. Et à un moment, quand Saturne va être là et qu'il va lui dire peut-être à un moment, bon là maintenant on va passer aux choses sérieuses, le fait qu'on ait le Kizaru comme ça, peut-être qu'on va avoir l'éveil du fruit de Kizaru avec une nouvelle puissance, avec une nouvelle méta de Kizaru. Et ça, c'est vraiment hyper important. Par contre, contrairement à ce qui s'est passé avec Doflamingo, pour moi, il n'y aura pas la mort de Kizaru au niveau de cet arc. On arrive sur la fin de ce chapitre avec tout simplement l'attaque de Kizaru avec le laser. Et encore une fois, et là, je vais donner vraiment un exemple de, pour moi, ce qui est un mauvais découpage. Je parle encore une fois en tant que personne qui a lu d'autres mangas. On va faire une comparaison par exemple avec Dragon Ball pour que ça puisse parler à tout le monde. C'est-à-dire que le combat de Kizaru qui envoie le rayon avec Vegapunk, ça c'est réduit en 6 cases. Et les 6 cases sont vraiment très très dures à comprendre dans la fluidité de l'action. Luffy, dans la première case, comprend qu'il y a la menace de Vegapunk, c'est-à-dire qu'il prend conscience que le papy est en train de partir, donc qu'il est en danger. Deuxième case, on voit le danger être en action, c'est-à-dire qu'on voit Kizaru de dos faire le rayon laser. Troisième case, on voit le rayon qui part. Donc là, on a une très bonne fluidité, c'est-à-dire que, attention, il y a une menace, on voit la menace partir. Par contre, ce qui manque, c'est la neutralisation de la menace. C'est-à-dire qu'on voit Luffy de dos, mais tel qu'on voit Luffy de dos et qu'on voit seulement marqué Blurp, en voyant marqué Blurp et en analysant la case longuement, on voit qu'il a avalé, parce qu'on voit après sa bouche qui est en hauteur. Mais quand tu es dans le feu de l'action, tu n'analyses pas correctement cette case. C'est-à-dire qu'on aurait dû voir une sorte de téléportation. Ça aurait dû faire au moins 2-3 pages pour qu'on puisse comprendre l'action. C'est-à-dire qu'on aurait dû avoir une téléportation de Luffy, une ouverture de la bouche de Luffy, c'est-à-dire que comprendre qu'il se déplace et il va faire une action. C'est-à-dire qu'il ouvre la bouche et là on voit absorption du rayon. Et après, on a le Luffy qui a les yeux, toute la lumière qui part de lui. Et à la fin, on a la dernière case où on voit en premier plan. Et c'est justement ce que je vous parle au niveau de Ishiroda. Et c'est là où j'aurais dû vraiment comprendre. C'est-à-dire qu'on a une action au premier plan et on a une action qui est au second plan. La plupart des mangaka, quand ils vont faire un combat, il va seulement avoir qu'une action au premier plan. Et donc là, dans la dernière case, on a l'action au premier plan. Et on a même plusieurs actions. Parce que on a sur une case, on a au premier plan le Vegapunk qui est là juste avec le Vegatank. On a le Sanji normalement qui est peut-être rentré à l'intérieur de la bulle. On a le Franky qui vient s'accrocher, prendre la place justement de Sanji. Et en fond, on a une sorte de soleil. Et là, en un sens, la symbolique est vraiment très très belle. C'est-à-dire qu'on a le Luffy qui absorbe et qui essaye de contenir la puissance du rayon encore une fois simple, de Kizaru. Et ça, c'est sur une page, et malheureusement, d'après ce que je viens de vous dire, c'est quelque chose qui aurait dû être au moins sur 3 pages. Et à la fin, on arrive sur la dernière case avec Saturne qui est là, et Ishiroda vient nous faire comprendre que l'ordre que tu as donné, eh bien, au niveau de la hiérarchie de commandement, eh bien, je suis supérieur à cet ordre. Et donc, cet ordre, à un moment, va changer. Cependant, dans le dessin qu'on a ici d'Ishiroda, qui met du vide autour, justement, de Saturne, vient poser une ambiguïté. Quelle est cette ambiguïté de Saturne et où ?
Est-ce qu'il est toujours dans le bateau, sur le pont arrière? Est-ce qu'il est sur le pont devant, comme on voit les bateaux où il est en vue justement de Egghead? Ou est-ce qu'il est présent sur l'île? Parce que l'inconvénient, c'est que le décor autour ne donne pas cette information. Et cette information est primordiale, parce que le temps qu'il se déplace ou au niveau d'où il est, le changement de mentalité et d'ordre au niveau des Mark III n'est pas du tout la même. Donc voilà, encore une fois, j'ai voulu, je veux vraiment dans mes critiques analyses, vraiment être plus sur l'explication. Et aussi le ressenti. Il y en a aussi beaucoup qui disent oui, le doc, tu parles beaucoup trop avec passion. C'est normal. One Piece a une part différente dans mon cœur par rapport aux autres shonen, tout ça. Mais on essaie quand même de relativiser les choses. Vous, alors, pareil, là je sais qu'il y a peut-être plus grand monde qui est là, mais encore une fois, je fais les critiques analyses le lundi. Je fais le jeudi les réactions live sans spoiler au niveau de la vignette ou du titre. Donc si vous voulez me soutenir, parce que obligatoirement les choix que je fais imputent énormément de vues au niveau de ma vidéo, de mes vidéos. Donc énormément de vues, obligatoirement énormément de retours salaires pour moi. Et en un sens, vous le savez que c'est aussi une manière que j'ai de vivre justement parce que c'est aussi un travail. Donc si vous voulez me soutenir, il y a deux façons de le faire. Premièrement, au niveau de Tipeee, les liens sur la description est juste ici. Et sinon, le soir ou durant la journée, je vais faire des lives sur Kik. Donc n'hésitez pas à me soutenir sur Kik en faisant justement des subs. Bref, j'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à laisser des commentaires comme d'habitude. Si vous avez aimé, partagez par exemple, vous laissez des commentaires. Mais surtout, on n'oublie pas le principal. One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes camarades.